Chaplin, donc je suis le fondateur du collectif En Vérité, et je suis également un papa passionné d'alimentation. J'ai commencé ma carrière dans la grande industrie, j'ai passé 15 ans dans des grands groupes, je suis devenu entrepreneur, j'ai créé ma société, ça s'appelle Bio Futur, j'ai lancé une marque Quintessence en magasin bio, puis une deuxième marque, Node, en grande distribution. Avant de commencer, je voulais déjà souhaiter à tout le monde, c'est encore la période, une bonne et heureuse année, donc beaucoup de santé et beaucoup de succès pour tout le monde et beaucoup de transparence pour les consommateurs. Je voulais également remercier messieurs les représentants du ministère, messieurs et madame les députés, parlementaires, l'audience également, journalistes, les marques également qui sont venues nombreuses. On aurait pu remplir 2 salles comme celle-ci, puisqu'on avait 120 demandes. Il a fallu faire des choix. On est vraiment désolé pour ceux qui n'ont pas pu être présents, mais en tout cas merci beaucoup à ceux qui ont pu se déplacer. Puisqu'on est à l'Assemblée, je vais citer Emmanuel Macron, le président a dit qu'il fallait consommer français, pour sauver nos emplois et pour créer les conditions de la souveraineté alimentaire. Je suis complètement d'accord. Le choix alimentaire, il conditionne évidemment l'emploi de nos paysans. Et ce qui vaut pour notre souveraineté alimentaire vaut également pour notre santé, mais vaut également pour la santé de notre planète. Et pour choisir comme pour voter, on est d'accord, il faut savoir. Et aujourd'hui, évaluer l'origine d'un produit alimentaire, évaluer sa qualité nutritionnelle, évaluer la présence d'additifs, évaluer sa valeur environnementale, c'est quasiment mission impossible. On va pas se mentir, soit on n'a pas l'info, soit on est confronté aux belles histoires marketing des marques, soit on est noyé dans une profusion de labels. On le voit depuis quelques années, il y a plus de 400 sigles et mentions qui existent pour caractériser des produits. Donc c'est évidemment extrêmement compliqué de s'y retrouver, et cette confusion, on a un consommateur qui est complètement perdu, et cette confusion, elle ne fait le jeu d'absolument personne. Alors elle ne fait pas le jeu des politiques évidemment et de la société civile, puisqu'on a perdu plus d'1 million de paysans en 40 ans, plus des emplois dans l'industrie. Elle ne fait pas le jeu de la santé publique non plus. Elle contraint les politiques à légiférer, à réglementer en permanence sur les pratiques agricoles, à interdire les glyphosates, à essayer d'interdire les glyphosates, plutôt que d'informer. Elle ne fait pas le jeu des marques non plus, puisque nous, en tant que marque, on se retrouve effectivement dans une distorsion concurrentielle. Et ça n'encourage pas cette distorsion concurrentielle. Ceux qui veulent faire mieux, pourquoi faire mieux si finalement on n'arrive pas à valoriser les efforts? Et puis enfin, évidemment, ça ne valorise pas les Français, qu'on a privé du droit de savoir ce qu'ils mangent. Alors, on est dans une société moderne, à la pointe de sciences, de technologie, mais on ne sait pas ce qu'on mange. Je crois qu'on a loupé quelque chose. On a privé les droits français, le droit de savoir ce qu'ils mangent, et donc ils ne peuvent pas finalement, quel que soit leur pouvoir d'achat, manger en connaissance de cause. Je trouve que c'est quand même assez dingue de se dire que dans notre société, aujourd'hui, on paye pour ne pas savoir. Alors l'idée, c'est de redonner évidemment le pouvoir aux Français, le pouvoir de choisir tout simplement à travers leur alimentation, la société dans laquelle ils veulent vivre. Et je crois que c'est un véritable enjeu de démocratie alimentaire. Alors, on parle de politique, c'est un véritable enjeu de démocratie alimentaire que de donner le pouvoir à ceux qui achètent, qui consomment, de choisir la société finalement, c'est assez juste, dans laquelle ils veulent vivre. Et je crois que c'est parce que moi j'ai conscience, et on est nombreux à avoir conscience de ces enjeux, mais également conscience que la relation de confiance, elle se construit sur la transparence, elle se construit sur la vérité. Que j'ai créé le collectif En Vérité il y a un peu moins d'1 an. Alors le collectif En Vérité, c'est un lobby, c'est un organe d'influence positif. En Vérité regroupe aujourd'hui, c'est un collectif de marques qui regroupe aujourd'hui plus de 60 marques alimentaires et qui réclame aux législateurs de prendre ses responsabilités, tous ensemble, avec les parties prenantes, pour créer les conditions d'une information qui soit juste, loyale, discriminante sur tous les emballages alimentaires. C'est un collectif pour les années 60, on serait une centaine, je pense, à l'été. Moi, ce que je trouve vraiment formidable, et je rends vraiment hommage aux marques qui nous accompagnent, c'est que ce n'est pas un collectif de petites marques ou de grandes marques, c'est le collectif de toutes les marques alimentaires, de toutes les parties prenantes alimentaires. On a des grandes marques, on a des marques comme Yoplait, comme Candia, comme Jardin Bio, Entremont, voilà. Puis on a des toutes petites marques comme Quintessence, comme Omi, en passant par des marques comme Chancerelle, Connétable, Alpina Savoie, Logodis. Donc c'est vraiment l'affaire de toute marque, quelle que soit sa taille, quel que soit également son circuit de distribution. On a des marques de la grande distribution, on a des marques des circuits spécialisés bio, on a des marques du digital, et puis des marques même concurrentes. Je trouve ça génial. Alors, on a des marques comme Vrai et Yoplait, par exemple, qui toute l'année sont en magasin à se tirer la bourre, et puis finalement qui se retrouvent à converger vers un intérêt commun, qui est la transparence alimentaire. Et je rends hommage vraiment à ces marques, quelle que soit leur taille, parce que c'est pas évident, notamment quand on est une grande marque, de faire bouger son modèle. Et je crois que l'information est un moyen d'encourager ces marques à le faire. Et ces marques aujourd'hui au sein du collectif, c'est des marques qui disent stop à l'opacité, donnez-nous effectivement les moyens de la transparence et donnez-nous les moyens de changer et d'enclencher cette transition alimentaire. Donc vraiment, un grand bravo, il faut du courage. Je crois que ces marques-là seront les leaders d'alimentation de demain.
Aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'on va parler d'un sujet de transparence. Alors sur le collectif en vérité, peut-être, je ne vais pas préciser, mais nous on se base sur 4 piliers d'information qui nous semblent clés pour le consommateur. On réclame de la transparence, des règles du jeu communes sur la qualité nutritionnelle, sur l'origine des produits, sur la présence d'additifs et donc sur l'affichage environnemental. Et si on est là aujourd'hui, c'est justement pour parler de l'affichage environnemental. Parce que, en tant qu'experts, nous les marques, en tant qu'experts, on n'est pas experts techniques, mais on est experts du marché, on est experts des consommateurs. Et donc on pense que, on est même convaincu qu'un référentiel aussi pointu soit-il, s'il n'adresse pas un véritable besoin et s'il ne répond pas à des attentes précises des Français, il ne servira à rien. Il ne générera aucun impact. Alors avant de se lancer dans la technique, on joue notre rôle pleinement. On a mandaté BVA, qui est un cabinet indépendant spécialiste des études marketing comportementales, de façon à ce qu'ils puissent poser cette question aux Français. Est-ce que vous attendez un étiquetage environnemental? Et qu'est-ce que vous attendez de cet étiquetage environnemental? Bonjour à toutes. Moi, je suis donc au sein de je suis vice-président de la mission. Notre mission vise à informer l'ensemble des parties prenantes pour aller vers un monde plus positif. Merci à Jean. Brigitte va nous présenter les résultats de l'étude. Moi, je suis ravi en tout cas de vous accueillir tous. Et je crois que c'est une merveilleuse opportunité qu'on a là tous ensemble de faire de l'alimentation non plus le problème, mais la solution de la société de demain. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne conférence et je vous dis à plus tard pour reprendre la conclusion. Merci beaucoup Sébastien pour cette introduction, j'espère que vous m'entendez bien. Donc je vais plaisir de vous présenter les principaux enseignements de l'étude que nous avons menée auprès des Français. Un tout petit rappel au départ de la méthode qu'on a utilisée. Donc c'est une enquête qu'on a réalisée en ligne. Je vous en parlerai après, mais c'est vrai que c'est important par rapport à notre sujet. Et on l'a réalisé au mois de décembre, entre le 5 et le 11 décembre, auprès de 1000 Français, un échantillon représentatif de la population en termes de localisation géographique, de région, donc de façon à être vraiment représentatif de la diversité de la population. Si on rentre directement dans les résultats, ce qui nous semble important en préambule, c'est de rappeler que globalement, on vit une période où il y a une très forte sensibilité déclarée sur les sujets sociaux et environnementaux et on a calé en fait à travers une des questions qu'on utilise depuis pas mal d'années, ce niveau d'engagement déclaré. Il nous montre qu'on a à peu près 30% des gens qui se déclarent comme des ambassadeurs. Alors, ces ambassadeurs, ce sont des gens qui organisent leur mode de vie et de consommation autour de ces enjeux de l'environnement et des enjeux sociaux et qui ont en plus l'ambition d'embarquer derrière eux leur environnement, leur réseau, de manière à pouvoir aller vers un monde plus positif. Alors, ils sont 30% dans cette étude. J'ai mis en référentiel des scores qu'on avait déjà captés en 2014 ou 2013, où ils étaient à l'époque 22%. Donc on voit qu'il y a eu, en 10 ans, un peu plus de 10 ans, une augmentation assez sensible de cette population. On a ensuite un groupe qu'on a qualifié, nous, de consommateurs. Ces gens-là, en fait, ils sont en cheminement, ils font des choses sur différents sujets, mais ils ne sont pas forcément au top sur tout, ils ne font pas forcément le lien entre tous les enjeux, et parfois ils ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les aide, et on verra que c'est pour nous une cible importante dans le cadre de cette information environnementale. Eux, ils sont 54%, ils étaient déjà 50% en 2014, donc on s'inscrit dans la lignée. Enfin, on a un groupe qu'on a qualifié d'indifférents. Ce sont des gens pour qui les enjeux climat, les enjeux environnementaux ou sociaux ne sont pas forcément la priorité. Et ils sont aujourd'hui 17% ou 16%, là où ils étaient 28% en 2014. Donc on a globalement, et c'est plutôt une bonne nouvelle, un effritement de ces populations. Lorsqu'on dit ça, on passe à côté d'un élément important et majeur, et qui s'est plutôt accéléré depuis 2-3 ans, c'est le clivage de cette population, principalement sur le sujet de l'âge, puisqu'effectivement, depuis 2-3 ans, il y a une accélération de la différenciation sur l'engagement, et on va vraiment avoir sur l'engagement des ambassadeurs les plus jeunes, et donc des gens qui sont plutôt de moins de 50 ans, et chez des indifférents, à peu près 2 tiers de gens qui ont plus de 50 ans, donc on est vraiment sur un clivage qui va créer vraiment la différence sur la façon dont on se projette par rapport à l'avenir sur ces différents sujets. Si on continue et qu'on essaie de comprendre
comment ces achats alimentaires pèsent sur leur budget au quotidien. Alors, les Français nous disent que ça pèse 17% de leur budget. Par rapport aux données officielles INSEE, on est un petit peu au-dessus. Hein. Alors c'est vrai que c'est assez systématique que d'avoir l'impression que ça pèse plus lourd que la réalité. La plupart des Français considèrent que ce budget a tendance à peser de plus en plus. Hein. 73% disent que ça s'est augmenté au cours de ces 3 dernières années. Globalement, la plupart déclarent acheter leurs produits, 70%, dans des réseaux qui sont plutôt des réseaux de la grande distribution. Alors bien sûr, ils achètent pour partie dans d'autres réseaux, dont les réseaux bio, mais on va être sur des proportions qui sont plutôt autour de moins de 10%, ça dépend bien entendu des catégories de produits et pour partie de leurs achats. Après, ce qu'il faut garder en tête, qui est très intéressant, c'est quand on regarde la façon dont les gens se projettent par rapport à cette augmentation budgétaire, on se rend compte que finalement, ceux pour qui ça pèse de plus en plus, ce sont ceux qui ont du pouvoir d'achat. Ceux qui ont très peu de pouvoir d'achat, finalement, ils sont obligés de s'auto-limiter et de gérer des arbitrages au quotidien. Donc finalement, pour eux, comme ils n'ont pas tellement plus à dépenser, ça reste plutôt stable. On est en toile de fond donc, sur des gens sensibles et contraints quand même par des enjeux budgétaires. Lorsqu'on leur demande que pensez-vous aujourd'hui de l'offre alimentaire qu'on vous propose sur le marché, et globalement, le ressenti, c'est un ressenti intermédiaire, plutôt contrasté. Hein. Sur une échelle de 1 à 10, on va avoir une note de 6,5. Et derrière ce ressenti global qui est plutôt contrasté, il y a des choses qui sont perçues très positivement. C'est le fait qu'il y a du choix. Il y a du choix sur le marché. Également, le fait que chacun peut y trouver son compte, peut trouver des produits qui correspondent plus ou moins à des choses qu'il recherche, en tout cas en termes de ressenti, et puis le fait qu'on arrive à peu près à choisir. Donc, en revanche, ce qui pose problème, c'est le fait que globalement, on n'a pas forcément confiance dans les produits qu'on achète, on ne sait pas forcément exactement ce qu'il y a derrière ces produits. Et puis ensuite, on a quand même le sentiment que ces produits ne répondent pas forcément aux enjeux sociaux et environnementaux. Et donc, il y a finalement un ressenti d'une imperfection par rapport à ce que les consommateurs souhaiteraient. Globalement, quand ils achètent leurs produits alimentaires, ils prennent en compte 3 grands critères, et ce, indépendamment de la liste environnementale, hein, c'est la qualité nutritionnelle, l'absence d'additifs et de pesticides et l'origine du produit. Et puis, spontanément, la plupart me disent, lorsque je dois chercher un nouveau produit, une nouvelle marque, je vais quand même chercher à me renseigner sur l'impact environnemental de ce nouveau produit, cette nouvelle marque, pour mieux comprendre de quoi il en retourne. Alors, comment s'informent-ils lorsqu'ils cherchent ces informations sur l'impact, hein? Globalement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont beaucoup de sources, hein, puisqu'on va regarder la liste des ingrédients, on va regarder l'origine du produit, on va regarder les informations sur la présence ou pas de pesticides, on va regarder les labels, les mentions spéciales, les modes de culture, d'élevage. On va regarder Yuka. Alors Yuka, vous voyez, c'est moins développé que les autres, mais lorsqu'on regarde de façon un petit peu plus précise, on se rend compte que dès qu'on est sur des sites de jeunes, dans des zones plus urbaines, on se retrouve globalement sur une pénétration qui touche pratiquement une personne sur 2. Et donc, globalement, on a 5 indicateurs en moyenne pour essayer de se faire une idée. Et pour autant, on a tous ces indicateurs, toutes ces sources, mais lorsqu'on leur demande, alors, au final, qu'est-ce que vous pensez de cette information environnementale, dans quelle mesure répond-elle à vos attentes, eh bien, on a des scores qui sont très contrastés et plutôt assez faibles. Assez faibles parce que, globalement, on a l'impression qu'on ne comprend pas grand-chose. On a l'impression que ça ne couvre pas l'ensemble des préoccupations et potentiellement celles de certains indicateurs, on les reverra après, et puis on pense que ce n'est pas forcément toujours crédible, cette information ne donne pas forcément toujours confiance. Lorsqu'on regarde également qui inspire confiance ou qui est digne de confiance, on se rend compte qu'il y a une défiance assez forte auprès des opérateurs économiques et institutionnels, et notamment la grande distribution, les pouvoirs publics, les marques. Globalement, ces gens-là, seulement 32% des Français déclarent leur faire confiance. À l'inverse, ils accordent plus de crédit aux acteurs de proximité, aux gens avec qui ils sont directement en contact lors de leur achat.
à savoir les commerçants de proximité, les associations de consommateurs qui défendent leurs intérêts, ou les agriculteurs. Puisque là, on va avoir 84% des gens qui ont plutôt confiance dans ces différents opérateurs. Donc si on reste sur ces sujets de compréhension, de déclaration, on se rend compte que finalement, il y a quand même un enjeu à proposer aujourd'hui, un système d'affichage qui permette aux gens de mieux choisir leurs produits. Ils ont envie de trouver des infos, mais elles ne sont pas toujours, elles ne sont pas toujours crédibles, elles ne sont pas toujours, elles ne prennent pas en compte l'ensemble de leurs préoccupations. Et puis, il faut qu'on puisse trouver un système qui a le soutien de l'ensemble des parties prenantes, puisqu'on voit bien que là aussi, selon qui parle, on n'a pas forcément une confiance très forte. On parle d'affichage environnemental et donc on se dit, et nous BVA on est plutôt spécialisé dans tout ce qui est l'analyse du comportement, et on se dit il faut qu'on aille un cran plus loin, parce qu'au-delà des belles déclarations, il faut qu'on puisse tester des choses en situation, et donc c'est pour ça que au-delà de ces premières questions de déclaration, on leur a proposé un dispositif d'affichage et on leur a demandé de faire des choix sur un certain nombre de catégories de produits. Ils ont fait des choix d'achat avant mise en place d'un affichage environnemental avec des packaging classiques, sans prix, puis avec ensuite l'affichage, puis avec ensuite le prix au kilo, de manière à ce qu'ils aient une information complète. Et on a regardé dans quelle mesure cet affichage orientait ou pas leur choix, et ça pour les mettre en situation. Et ensuite, on a voulu, au regard de cette expérience, essayer de comprendre comment ils ressentaient l'expérience et en quoi finalement elle pouvait répondre à leurs attentes de fléchage et d'information. Et donc pour faire ça, on s'est appuyé sur un dispositif existant sur lequel on avait les informations disponibles pour les produits qu'on voulait tester et ayant aussi dans son fonctionnement une réponse aux principaux enjeux des consommateurs, et donc on a utilisé le plan d'export. Donc ce qu'on peut dire à l'issue de ce test, c'est qu'en regardant la façon dont les gens ont fait leur choix avant mise en place de l'affichage et avant connaissance du prix, puis en intégrant ces différentes dimensions, on a globalement un fléchage du choix vers des produits plus environnementaux, et donc des catégories de qualification qui étaient plus vertueuses. Tout ça va avec un arbitrage par le prix. On oriente finalement ce choix dans cette direction, donc il y a un impact du point de vue, en tout cas, du choix du consommateur. Si on essaie de comprendre comment ils ont vécu l'expérience, là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un retour positif, puisque 86% des interviewés se sont déclarés intéressés par ce type d'affichage environnemental. Et pourquoi? Parce que, de leur point de vue, il est simple et facile à comprendre, pour 87%. Il permet de comprendre l'impact environnemental, 85%, et il facilite le choix, 78%. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que sur l'échelle de 1 à 10, on a une note de 7,2 pour les gens par rapport à l'engagement que ce dispositif renforce la confiance envers les marques. Donc on a quelque chose qui est perçu comme faciliteur et qui permet de renforcer la confiance. Également, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on essaie de comprendre un peu plus précisément sur les contours qui sont derrière ce système d'affichage environnemental, ils nous disent que c'est intéressant à partir du moment où on va s'appuyer sur des engagements concrets. Et parmi les engagements que l'on a proposés, celui qui est perçu comme l'engagement prioritaire et le plus important, c'est l'absence d'utilisation de pesticides. 39%, il est perçu comme le plus important. Le mode d'élevage respectueux est en deuxième position à 25%. Puis ensuite, on a plusieurs sujets comme la préservation de la biodiversité, le climat et la préservation des ressources qui sont autour de 12 ou 13%. Alors on essaie de comprendre pourquoi et comment s'articuler ces choix. Et globalement, ils sont à 87% aussi preneurs d'un score global qui permettrait d'avoir quelque chose de plus synthétique. Alors, lorsqu'on regarde des indicateurs sur lesquels on a pu travailler, donc il y en avait 3 qui
sont la préservation du climat, préservation de la biodiversité, préservation des ressources. On leur a posé une question ouverte en leur disant, ben voilà, pour que, lorsqu'on vous cite ces indicateurs-là, quels sont les engagements que vous attendez derrière pour pouvoir penser que ces indicateurs sont bons et sont bien pris en compte. Et donc ce qu'on voit, c'est que sur ces trois indicateurs, le taux de pourcent que vous avez là, qui est le taux de pourcent qui a été capable de s'exprimer, il est finalement assez faible. Et puis, ce qu'on peut voir aussi sur ces trois indicateurs, c'est qu'il y a pas mal de recoupements. Par exemple, la préservation des ressources, on va être sur des indicateurs attendus ou des actions attendues qui sont finalement quasiment tous inclus soit dans biodiversité, soit dans préservation climat. Donc préservation climat, on va parler local, saison CO2, mais on va aussi beaucoup parler nature, préservation de l'environnement, donc les contours sont finalement assez flous. Biodiversité, on va avoir bien sûr la conservation des espèces, on va avoir le bio, mais on a aussi des choses assez globalisées. Donc on est sur des dimensions qui sont finalement assez larges et assez floues. Et lorsqu'on regarde à côté les dimensions non-utilisation de pesticides ou mode d'élevage respectueux, là on voit qu'il y a plus de gens qui sont capables de donner des choses précises, et chaque fois qu'ils nous parlent du sujet, le taux de réponse ou la conformité des réponses par rapport au sujet est beaucoup plus importante, donc ça veut dire qu'ils sont capables d'être beaucoup plus ciblés dans leurs réponses sur ces deux indicateurs. Donc on a des indicateurs qui sont finalement perçus comme plus précis et plus signifiants, qui sont non-utilisation des pesticides, mode d'élevage respectueux, puis trois autres qui sont plus globalisants et dans lesquels les contours sont flous et parfois entremêlés. Donc qu'est-ce qu'on peut finalement retenir de tout ça et quelles sont, c'est ça qui était l'ambition de cette enquête, de définir des conditions de succès pour un affichage environnemental. Alors déjà ce qu'on peut dire c'est qu'il y a une attente pour cet affichage, vous l'avez vu, les gens ils ont du mal à avoir un avis sur l'impact environnemental, et pour que ça fonctionne, il faut qu'on s'appuie sur des indicateurs concrets et précis. Concrets et précis, notamment, là on a trois exemples, l'absence d'utilisation de pesticides, le respect des conditions de culture et d'élevage, et puis une origine du produit garantie, dont on sait que c'est déjà un des critères importants pour une sélection du produit. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on ait un dispositif qui soit facile à comprendre et à appréhender par tous. Et enfin, un dispositif qui soit construit avec le soutien des parties prenantes, puisqu'on voit bien que là aussi, qui parle est important, et selon qui parle, on n'a pas forcément le même niveau de confiance, on ne suscite pas forcément le même niveau de confiance pour les consommateurs. Voilà. Je vous remercie. Et je passe la parole à David pour de conclusion pour le colloque. Merci Régis. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aussi. Moi je suis David Gardou, je suis le censeur de l'association, j'ai ce rôle chouette. Très heureux de vous partager ces résultats parce que comme le disait Sébastien, on a créé ce collectif pour un parti pris qui est de se dire en pariant sur l'intelligence des consommateurs, on accélérera les transformations. Et sur ce sujet environnemental, effectivement, en synthèse, on retient un certain nombre d'éléments que je vais vous partager ici. Le premier point, effectivement, c'est qu'il y a un vrai sujet, on n'est pas sur un truc anecdotique, il y a une confusion dans l'esprit des Français, ils réclament cette information-là, ils veulent avoir accès à une information claire et précise pour pouvoir faire leur choix. À plus de 80%, ils me disent quand j'ai accès à l'information, mon choix est facilité. Et donc on n'est pas très loin, on voit, d'un dispositif qui va véritablement aider et changer les comportements. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que c'est vraiment transverse comme appétence. C'est pas juste un sujet urbain, c'est pas un sujet de CSP, c'est pas un sujet, c'est vraiment un sujet populaire qui touche toutes les couches de la population. On avait un peu cette crainte qu'en période d'inflation, on nous dise ça va être uniquement les personnes les plus à fort revenu qui vont pouvoir s'intéresser à ça. C'est pas du tout le cas. C'est transverse et donc c'est un vrai sujet populaire au sens neutre du terme et donc politique au sens neutre du terme. Et pour nous, c'est aussi le signe qu'il y a un momentum politique pour prendre ce sujet-là de manière très forte et proposer une solution. On a su le faire collectivement avec le Nutri-Score, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on a choisi BVA qui avait beaucoup travaillé sur ce sujet. On a su proposer, même si Nutri-Score est imparfait, une
propositions qui permettent d'évaluer la proposition de valeur d'un produit alimentaire sur le sujet de la nutrition. Tout le monde disait que c'était déjà adressé avant que le Nutri-Score sorte. Et si vous n'avez pas fait Bac plus 12 en nutrition, c'était compliqué d'évaluer la performance d'un produit alimentaire sur ce sujet. Et bien, on doit pouvoir faire la même chose sur le sujet de l'environnement. Et il y a un consensus et une attente très forte des consommateurs pour y arriver. Et donc les conditions du succès, de notre point de vue pour le collectif, c'est effectivement être populaire aussi dans la façon dont on va s'adresser aux consommateurs pour faire en sorte qu'ils puissent comprendre véritablement de quoi on parle. Donc climat, biodiversité, ressources, c'est des mots justes, mais c'est des mots trop vagues en l'état pour pouvoir embarquer véritablement les gens. Ils mettent trop de choses complexes et pas suffisamment précises à l'intérieur. Ça va pas les aider. En revanche, pesticides, bien-être animal et l'origine, c'est des choses qui parlent à tout le monde et qui sont de nature à faire changer le comportement. Donc ça, c'est une vraie piste. L'exécution, on en a parlé, on n'est pas très loin du but avec le dispositif qu'on a testé. Il y a sans doute encore des choses à améliorer, mais on a quelque chose qui parle et il faudra vraiment travailler sur cette dimension lisible et compréhensible. La robustesse de l'algorithme, parce que ça fera le crédit, bien entendu, du choix. Et puis, alors pour nous, en tant que collectif, on recommande très fortement que ce dispositif il puisse fonctionner intra-catégorie, c'est-à-dire qu'on puisse comparer au sein du rayon biscuit, par exemple, des biscuits entre eux, et qu'on puisse choisir le meilleur biscuit en fonction de la note qui sera donnée sur les biscuits, et qu'on ne cherche pas, je sais que ça a été des demandes, des ambitions à un moment donné, à faire du cross-catégorie. Et puis pour finir, c'est vraiment un point qui a été cité à plusieurs reprises, mais pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait un portage très large de la solution. Nous, en tant que collectif, on est prêt à contribuer à toutes les étapes qui vont venir pour s'assurer qu'effectivement le dispositif qui va être travaillé, retenu, il permettra de répondre à tous ces enjeux. On est hyper fiers effectivement d'avoir pu réunir aujourd'hui ce public large. On est hyper fiers en particulier d'avoir pu réunir des membres des ministères, des gens du Planet Score, à qui on a proposé de s'exprimer parce qu'on n'est pas très loin du but et on les encourage très vivement à travailler ensemble pour qu'on réussisse à trouver une solution qui soit efficace et qui nous permette collectivement d'être à la hauteur des enjeux. Merci à vous. Bonjour à tous. Écoutez, moi, deux mots en réaction avant de développer un peu. Déjà, bravo à toutes les marques qui ont rejoint, constitué ce collectif en vérité et qui montrent leur objectif, leur volonté de communiquer avec un maximum de transparence sur les impacts sur différentes catégories vers les consommateurs. La démarche est top, bravo à tous. Merci au collectif ABVA pour l'étude dont les conclusions viennent d'être présentées et qui me paraît être une contribution pertinente, utile à un débat plus large sur l'affichage environnemental qui n'est pas neuf. Alors pardon, je ne me suis pas présenté, Pascal Dagras, je suis au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires au Commissariat général au développement durable, où donc j'ai la chance de travailler sur la mise en œuvre de cet affichage environnemental. Et donc je voulais quelque part rappeler les éléments de contexte sur ce chantier de mise en place d'un affichage environnemental, contexte dans lequel, me semble-t-il, cette étude devient une nouvelle contribution. L'affichage environnemental, c'est un sujet pas neuf, des gens travaillent dessus depuis fort longtemps et il a connu une accélération, en particulier c'était fin 2020 avec la Convention citoyenne pour le climat. C'est extrêmement intéressant. Là, on a une étude, une démarche qui est très orientée consommateur-citoyen. Il y a un coup d'accélérateur sur l'affichage environnemental qui vient de la Convention citoyenne pour le climat. Quand en décembre 2020, les citoyens présentent leurs propositions au chef de l'État, la première de leurs 149 propositions, c'est quand on achète quelque chose, un produit alimentaire ou autre, on veut connaître les impacts sur l'environnement. Ça, c'est un accélérateur très particulier à la France et qui s'est retrouvé ensuite dans la loi climat et résilience, article 2 de la loi climat et résilience, et c'est à ce titre intéressant que cette présentation se tienne ici à l'Assemblée nationale, puisque donc le législateur a repris cette proposition et a quelque part mis en place,
ouvert la possibilité même de rendre obligatoire un affichage des impacts sur l'environnement, traduisant la volonté des citoyens. Donc depuis lors, notre travail, service de l'État, ministère de l'Agriculture, ministère de la Transition écologique, ADEME, c'est de quelque part de mettre en œuvre ce que le législateur a décidé et donc de définir catégorie de produits par catégorie de produits, quelle est la méthode de calcul, quelles sont les modalités d'affichage. Donc c'est des travaux dans lesquels on est très impliqués, les différents ministères, l'ADEME, et avec une méthode de travail que je résumerai très simplement en 3 mots, concertation, expertise, transparence. Concertation, c'était même écrit dans la loi. Le législateur a dit, vous, gouvernement, vous définirez la méthode de calcul et les modalités d'affichage, mais vous allez commencer par demander l'avis aux parties prenantes et vous allez lancer des expérimentations. Donc c'est ce qui a été fait sur l'alimentaire en particulier. Il en est sorti de très belles choses. Le Planet Score, par exemple, qui a été utilisé dans l'étude. On a aussi Yuka, Open Food Facts, Glimpact, enfin différents acteurs qui ont déployé, proposé et qui déploient des dispositifs d'affichage extrêmement riches, extrêmement foisonnants. Et donc ça, c'est pris en compte par l'ADEME, les services de l'État, pour ensuite aller proposer une méthode de calcul, des modalités d'affichage. Et ces expérimentations, elles ont d'ailleurs même donné lieu à un rapport qui a été remis au Parlement l'année dernière. Deuxième point, c'est expertise. Ça a été dit, pour que la méthode soit robuste, il faut que la méthode soit robuste, il faut qu'elle soit solide. L'expertise, il y en a déjà chez tous les gens qui ont proposé des scores. Planet Score, Yuka, Glimpact et tous les autres, ils ont amené de l'expertise. Et le gouvernement s'appuie aussi sur un conseil scientifique, une dizaine de scientifiques. C'est présidé par l'INRAE, qui est un organisme éminent en matière d'agriculture, d'alimentation et d'environnement. Une dizaine de scientifiques qui ont tous donné leur avis. Donc tout ça, c'est des éléments vraiment qu'on prend en compte pour construire le score le plus robuste possible et le plus pertinent. Encore une fois, cette étude, pour moi, même si la phase de concertation, d'expérimentation aujourd'hui, elle est clôturée, et un rapport a été remis au Parlement, c'est un élément de plus dans le débat public que vous fournissez et qui a beaucoup de valeur. Puis, dernier critère, c'est la transparence. Voilà, aujourd'hui, il y a énormément d'éléments qui sont sur la table. Encore une fois, vous en amenez un nouveau. Les annonces politiques qui ont été faites, c'est sur l'alimentaire de proposer une méthode d'affichage environnemental et des modalités d'affichage avant la fin de l'année 2023, et ça passera dans les prochains mois par la présentation d'un projet de méthodologie qui devra être exposé en toute transparence pour que chacun puisse jouer avec, le critiquer, l'améliorer, etc. Donc voilà, on est vraiment en plein travail. Encore une fois, merci pour cette nouvelle contribution. Moi, je ne peux bien sûr absolument pas dire dans quelle direction les choses vont aller, je ne le sais pas d'ailleurs, puisque l'équation est complexe. Juste, je me permets de réagir sur 2 points qui ont été présentés qui me paraissent extrêmement intéressants. Déjà, sur les différentes informations qui ont été examinées par BVA, qui parlent plus, moins aux consommateurs, moi je voudrais souligner qu'il y a une forme de distinction entre les informations présence, absence de pesticides, mode d'élevage, origine, qui sont des informations, sur comment un produit alimentaire a été produit, et d'autres informations jugées plus englobantes, peut-être un petit peu moins percutantes, climat, biodiversité, ressources, qui sont plus des informations d'impact. Le produit, comment je l'ai produit, est-ce que j'ai utilisé des pesticides, comment j'ai élevé les animaux, d'où ça venait, et ensuite quel est son impact sur la biodiversité, sur le climat, sur les ressources. C'est vraiment 2 niveaux différents. Donc c'est intéressant d'avoir présenté les deux. Voilà, je voulais souligner que au plan analytique, c'est quand même 2 éléments différents. Et ce qui est extrêmement intéressant et qui est une très belle question à adresser, c'est quoi le lien entre les deux ? C'est quoi le lien entre les modes de production et derrière les impacts qui vont pouvoir être calculés ? Là, il y a un travail méthodologique extrêmement important. Donc voilà, vous amenez un éclairage avec vraiment l'expertise, ça a été très bien dit par Sébastien Loctin, qui est celle du correctif en vérité, des experts du marché et des consommateurs. Vous amenez cette contribution au débat. Derrière, il y a un sujet, comment on articule des questions méthodologiques entre comment on produit et quels sont les impacts. C'est une vraie belle question sur laquelle les services de l'État, l'ADEME, sont mobilisés. C'est pas simple, bien évidemment. Et puis, l'autre point sur lequel je voulais réagir, c'est ce double objectif qui a été présenté par David Garbous, donc à la fois de robustesse. Il faut que ce soit robuste pour que ça tienne juridiquement, techniquement, scientifiquement, et aussi d'objectifs de discrimination. Et donc voilà, les deux sont liés. Enfin, la robustesse, il faut qu'on puisse s'appuyer sur les experts, l'INRAE en particulier. C'est quoi les méthodes qui existent? C'est quoi leurs limites? Peut-on les compléter? C'est des
très beau sujet. Ça n'a pas été abordé dans l'étude, ce n'était pas l'objet. Mais nous, il faut qu'on compose avec ces contraintes également. Donc ça complexifie l'équation, clairement. Et puis discrimination, donc ça a clairement été dit, il y a un choix, il y a un message qui est passé en conclusion, qui, voilà, vous êtes intéressé par une discrimination intra-catégorie. On veut pouvoir comparer des boîtes de gâteaux entre elles. Dans le rapport que le gouvernement a remis au Parlement, c'était en mars 2022, en conclusion des expérimentations, c'était fromage et dessert, quoi. Le rapport du gouvernement au Parlement, c'est on veut pouvoir à la fois poursuivre l'objectif de comparaison intra-catégorie et intercatégorie. C'est complexe, c'est difficile. Je voudrais juste souligner que si l'intracatégorie assurément a du sens, c'est une demande que vous exprimez, et merci encore pour cette contribution, l'intercatégorie, c'est difficile quand même de passer outre, parce qu'il y a des enjeux en particulier sur le changement climatique, et on sait que c'est aussi l'évolution des régimes alimentaires en poussant dans les directions les plus pertinentes qui peut avoir un impact fort sur le changement climatique. Donc voilà, tous ces éléments, c'est juste de la complexité là, que j'étale un petit peu à la volée pour dire que la complexité de la tâche qui est la nôtre. Et en tout cas, vraiment, pour vous remercier pour cette contribution d'experts du marché, d'experts des consommateurs. On l'intègre parmi plein d'autres contraintes. Comment on fait de l'inter, de l'intra, que dit le conseil scientifique, qu'ont dit les expérimentations, etc. Avant d'aller donc proposer une méthode, la soumettre à la critique et puis arriver à une proposition. Et donc, moi, ce que je souhaite et je m'en réjouis, c'est que cette contribution du collectif en vérité soit une première contribution, qu'il puisse y en avoir d'autres. Nous, on sera très intéressés à poursuivre des échanges avec le collectif sur comment on compose toutes ces différentes contraintes pour proposer le score le plus pertinent possible à la fin de l'année.